Bon, aujourd'hui ça fait 2 semaines que j'ai enfin supprimé l'application Instagram, enfin réseaux sociaux de manière générale, de mon téléphone. Après plus de 2 ans à vraiment avoir tourné, retourné le problème, l'introspection de mon rapport aux réseaux sociaux dans tous les sens, j'ai enfin pris cette décision et aujourd'hui j'avais envie, avec une transparence et une honnêteté comme toujours plus proche de 100% possible, de vous dire les points positifs et les points négatifs que je retire de cette expérience jusqu'ici. Alors si vous avez envie d'un discours un peu plus nuancé que quitter les réseaux sociaux, mon Dieu, c'est tout ce que vous avez à faire, et d'un petit peu plus de transparence, eh bien bienvenue, installez-vous confortablement et c'est parti pour le blabla. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Les filles, je suis tombée. I'm okay. Bonjour à tous et à toutes, je me présente pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo. Je m'appelle Juliette, j'ai 26 ans et je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo du jour, qui n'est pas des moindres. En effet, si vous êtes un abonné assidu de ma chaîne, vous savez que les réseaux sociaux et moi, le rapport au téléphone, aux écrans, c'est un grand sujet. Mais pour une fois, enfin je dirais pour la première fois de ma vie, Bah oui, j'ai supprimé l'application Instagram. Moi, il s'agit, c'est un petit disclaimer que je fais d'entrée de jeu, du seul réseau social que j'utilise véritablement parce que ça fait des années que j'ai quitté X, anciennement Twitter. Bah en gros, quand Elon Musk l'a racheté, j'ai dit ciao. TikTok, pareil, quand il y a eu des trucs là de financement Trump et compagnie, et pour d'autres raisons, c'est pas un réseau sur lequel je me retrouvais, j'ai dit ciao il y a déjà quelques mois. Bref, le seul réseau social que j'ai depuis toujours, c'est vraiment Instagram et où je suis le plus clair de mon temps. Et ce réseau, il y a 2 semaines, je l'ai supprimé, enfin l'application, je l'ai enfin supprimé de mon tel. Cette fois, c'est pas pour un challenge, une semaine ou un mois, c'est pas pour une vidéo expérience, c'est que j'en suis venue à la conclusion que la seule bonne manière en fait de me préserver, et c'est bon en fait d'avancer, de passer à autre chose, c'était de le supprimer de mon téléphone. Et j'insiste, de mon téléphone. Je n'ai pas quitté les réseaux sociaux. Je veux dire les réseaux sociaux de manière générale dans cette vidéo pour que tout le monde s'y retrouve, mais voilà, là je cible Instagram me concernant. Je l'ai juste supprimé de mon téléphone parce qu'il y a une différence entre l'avoir sur l'ordinateur, et vous voyez mon ordinateur, je vais y aller très rarement parce que vu que c'est pas la même interface, je suis pas happée de la même manière que de l'avoir à portée de main tous les jours, à toutes les secondes, toutes les heures, que j'attende le bus, que j'ai juste un moment de pause dans ma journée, de voilà, sortir mon téléphone, ouvrir Insta et passer énormément de temps dessus. Donc, cette vidéo, comme je l'ai dit en intro, c'est pas une vidéo pour vous dire quoi faire. Ce n'est pas une vidéo pour vous culpabiliser d'être sur les réseaux, etc. C'est juste une vidéo pour ouvrir nos chakras. Parce que moi, je trouve hyper important de se dire qu'un édifice, ça se construit pierre après pierre. Et que ma parole aujourd'hui, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez envie de garder certaines choses et pas d'autres, vous faites ce que vous voulez. Vous avez envie de nuancer avec votre propre expérience, que vous soyez plus sur les réseaux sociaux, que comme moi, vous les ayez enlevés de votre téléphone, que vous y soyez encore, mais que vous ayez un postulat différent, nuancez. L'objectif, c'est vraiment de créer un espace libre. Tout ce que je vais vous raconter se base vraiment sur mon ressenti personnel. Mais la seule question qui gouverne cette vidéo, en fait, c'est tout simplement d'interroger notre arrêt à consommer les réseaux sociaux quand on l'a fait pendant une longue période, et surtout à parler des points positifs comme négatifs. Parce que croyez-moi, dans un arrêt de 2 semaines, rien que de 2 semaines, on voit des choses merveilleuses se passer, mais il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender. Et comme mon objectif, c'est de toujours faire en sorte qu'on se sente le moins seul possible quand on parle d'arrêter quelque chose qui a un comportement addictif, je vous délivre les réflexions que je me suis faites sur ces dernières semaines. Je suis passée par écrit comme d'habitude pour structurer les petits points que j'avais envie de vous dire. Pour être totalement honnête, ceci est mon journal intime. Et en fait, quand j'ai noté mes points, je sais que c'est un endroit où je ne mens jamais. Parce que c'est vraiment ma safe place que personne va lire. Et en fait, à la fin, j'avais noté, voilà, ces dernières semaines, qu'est-ce que je retiens de positif et de négatif d'avoir enlevé Instagram de mon téléphone. Et je me suis dit, je vais grave en faire une vidéo parce que je vois pas pourquoi ça resterait que pour moi. Je trouve ça trop intéressant, pas en mode oh my god, I'm so intelligent. Je saurais même pas le dire. Mais plutôt il y a pas de manichéisme en fait. Il y a pas de c'est tout blanc ou tout noir. Il y a encore des endroits un peu gris et j'avais envie de partager ça avec vous pour que vous vous sentiez moins seul si vous avez ces réflexions, ces questionnements, c'est tout. Bien sûr, pour cette vidéo qui est totalement indépendante, vous avez 3 possibilités
pour me soutenir de la plus belle des manières. Les 2 premières, c'est vraiment celles qui comptent le plus à mes yeux, c'est de booster la vidéo ou de la commenter. Vu qu'on va parler de l'arrêt du téléphone ici, ça peut être un téléphone barré. Et je donnerai toujours un autre emoji à la fin de la vidéo pour les personnes qui restent jusqu'au bout, vous le savez. La 3e, c'est de m'aider financièrement si vous le pouvez. À hauteur de 2 €, ça fait déjà une énorme différence pour la création indépendante de mes vidéos sur ma chaîne, sur la plateforme Ko-fi. Vous avez le lien en description et je tiens du plus profond de mon cœur à remercier les personnes qui boostent les vidéos, qui écrivent des commentaires depuis des mois et bien sûr ceux et celles qui participent à mon Ko-fi. Le premier point positif que j'ai relevé de manière générale et la chose vraiment que j'ai ressenti le plus vite, le premier jour au bout de la première heure et jusqu'à maintenant, de manière définitive, c'est moins de comparaison permanente. Et là, je sais ce que vous vous dites derrière votre écran. Oh mon Dieu, mais c'est ça Juliette qui est censée changer ma life là tout de suite, tu crois que je m'en étais pas rendu compte? Une fois de plus les gars, pierre après pierre, des paroles doivent parfois être répétées, approfondies pour être entendues et parfaitement intelligibles, qu'elles fassent sens pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que même si on sait que sur les réseaux, il faut éviter la comparaison puisque ce que l'on y voit en fait est factice, qu'on le veuille ou non, puisqu'à partir du moment où vous filmez quelque chose, où vous photographiez quelque chose, ou possiblement vous mettez en scène quelque chose, que vous trafiquez la lumière, la saturation pour que certaines choses ressortent plus, que vous lissez le grain de votre peau, que vous mettez une musique, que vous faites un montage, pour moi, on ne peut pas parler de réel. Et là, je sais que vous allez dire oui, mais imagine que c'est une photo qu'on a prise de moi sans que je le sache, ou je prends un moment de vie, sans que les gens s'en aperçoivent. Oui, mais vous, ou la personne qui vous prend en vidéo, interrompt cette réalité et cette spontanéité de vie, c'est ça que je veux vous dire. Ça ne rend pas la chose mauvaise, je dis juste que ce n'est pas la réalité. À partir d'un moment où il y a un écran qui s'interpose, où il y a eu une volonté d'appuyer sur un bouton et sur un objectif, on ne peut pas parler de réalité à 100%. Et donc, au-delà du fait qu'il y ait la facticité des choses, ça ne se dit pas, mais désormais vous avez compris. La comparaison permanente, plus je trouve le côté un petit peu pousse à la consommation, le fait qu'on veuille nous garder en tant qu'éternel insatisfait, que limite pour les réseaux, vaut mieux qu'on reste toujours dans cette comparaison, dans cet état un petit peu de manque, mais vraiment d'insatisfaction de notre vie, parce que du coup, on va combler ça en se disant « Ah ben ça ira mieux quand cette personne, j'irai faire tel voyage. Je ferai telle activité, je consommerai tel type de choses. » Et ça, je veux dire, on est tous dedans. C'est quelque chose, par exemple, qui a pu être critiqué avec le documentaire de Seb Lafrite sur 30 ans, enfin 30, de dire mais pourquoi il y avait besoin d'aller à Tahiti pour se rendre compte de choses et tout aussi importantes sur la vie. Il y a certaines personnes qui l'ont bien accueilli, d'autres mal. Il y a vraiment ce questionnement autour de l'identification et de comment on se ressent dans notre consommation de contenu sur les réseaux sociaux. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que toutes ces informations, je les ai en tête. Ça fait des années que je me dis, oui Juliette, ne va pas te comparer à des nanas que tu as vues sur Instagram dont tu ne connais pas la vie, dont tu ne connais pas le niveau de vie et où tout simplement tu vois pas ce qu'il y a derrière quand juste tu les vois en maillot de bain ou en tenue. Ne va pas te comparer non plus à des personnes qui semblent avoir fait des progrès énormes dans l'apprentissage de quelque chose qui toi aussi te tient à cœur, alors que tu ne sais pas combien de moyens, que ce soit physiques, financiers, psychiques, elles mettent à disposition pour avancer plus vite. Et j'ai beau savoir tout ça, j'ai beau savoir que voilà, le capitalisme, encore une fois, influence la consommation et comment nous, en tant que viewers, consommateurs, on se sent. Je sais bien que si les réseaux sociaux ne sont pas payants, c'est parce que le produit vendu, c'est nous, c'est notre attention pour des fins publicitaires, etc. J'ai beau savoir tout ça, je n'arrivais pas à ne pas être dans la comparaison, à ne pas me sentir merguez quand je regardais certains types de contenus. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que si avant, j'avais moins ce rapport-là et peut-être moins ce genre de contenu devant ma tête, plus les mois passaient, là récemment, plus j'avais ce genre de contenu que je n'avais jamais eu jamais eu à ce point dans ma For You page avant. Et donc, au bout d'un moment, en fait, la consommation modérée, se demander si on est capable, etc., et voir qu'à chaque fois, on l'est pas tellement. Parce que j'ai fait des semaines sans téléphone, j'ai fait des semaines sans réseau, j'ai fait des semaines à 15 minutes par jour de réseaux sociaux. Mais non, je suis désolée, le naturel revient toujours au galop. Et on parle quand même d'une addiction, vous voyez, au téléphone portable. Et que vous soyez d'accord avec ça ou non, ça vous regarde. Mais il y a vraiment tous les codes de l'addiction, de la consommation addictive, notamment avec les réseaux sociaux. Les petites pastilles de couleurs, de notifications qui vous gardent toujours, qui vous réveillent. Vous êtes là, vous faites quelque chose, on entend ding ding ding, on a une vibration, on a quelque chose qui s'affiche sur l'écran, ça donne envie de cliquer. Le fait qu'on ait ouvert l'application avant même d'y avoir pensé, le fait qu'on l'ouvre
juste après l'avoir fermé, le fait que dès qu'on a un moment de libre, on ne sait plus comment occuper ce temps, qu'en ouvrant Instagram, Twitter, X, TikTok ou quoi que ce soit, on a vraiment un comportement addictif. Et il y a aussi le fait d'identifier à un moment l'addiction pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que si à la question, je vous dis, ouais, est-ce que tu penses que tu as un rapport à problème avec la consommation de contenu sur les réseaux sociaux, vous dites non. Et si je vous dis, ok, du coup, dans ce cas-là, est-ce que tu es capable de supprimer toutes les applis de ton téléphone d'ici demain et que vous n'arrivez pas à dire un non sans condition, c'est qu'il y a peut-être à s'interroger sur le rapport. Parce que j'avais lu une phrase géniale justement dans le livre La méthode simple pour arrêter de fumer, parce que, encore une fois, on parle d'une addiction, donc beaucoup de choses se retrouvent d'Allen Carr. Et il disait, par exemple, moi, j'adore l'odeur des roses. Ok, je trouve que ça sent super bon. Mais si demain on me dit, tu dois t'en passer à vie, je pourrais le faire. Pour autant, c'est quelque chose que j'adore. Donc là, vous allez peut-être vous dire, oui, mais c'est pas parce que je consomme les réseaux sociaux que ça veut dire que je suis addict si je suis pas capable, si j'ai pas envie de l'enlever de ma vie d'ici demain. C'est pas une question d'envie, c'est en mode, si ça vous coûte à un point où c'est inimaginable pour vous, c'est que vous ne pouvez pas vous en passer. Parce que peu importe à quel point on aime l'odeur des roses, si je vous dis demain, tu l'enlèves pour toute ta vie, il y aura pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai trouvé cet exemple percutant. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que à un moment, juste me dire, je vais être raisonnable parce que j'ai les clés en tête. Donc je peux revenir sur les réseaux, regarde, mes potes le font, ils arrivent très bien à prendre de la distance, et nanani, et nanana. Une fois de plus, on sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête des gens, on n'est pas 100% du temps avec eux. Et ensuite, c'est de se dire, en fait, au bout d'un moment, si on se rend compte que nos limites, quand elles sont atteintes en ce sens, on peut pas sciemment et courageusement les dépasser autant qu'on le veut, et qu'on parle de quelque chose qui n'est pas nécessaire à notre vie, pourquoi on subirait le fait d'y retourner comme se prouver qu'on est plus fort ici que l'algorithme, que les réseaux sociaux ? Non mais genre vraiment, vous voyez, il y a des choses dans le quotidien, on est obligé de les faire et de se mettre un coup de pied aux pattes pour justement avancer. Il y a des choses pénibles, je sais pas, on va être obligé de faire les impôts tous les ans, oui, on aurait envie de ne pas les faire, mais en fait on est obligé de les faire et de se taper cette charge mentale que cela peut représenter. Par contre, pourquoi on devrait supporter une charge mentale sur les réseaux alors qu'on parle de quelque chose qui, à la base, n'est pas nécessaire à notre survie ? Et là, vous voyez, je fais vraiment un pan pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, je suis créatrice de contenu. À la rigueur, il y a une petite différence, c'est que moi, j'ai un aspect travail. Mais encore une fois, choisi. Je peux aussi choisir de m'en défaire et de faire autre chose. Ou alors de capitaliser mon temps sur une plateforme qui, pour moi, est beaucoup plus inoffensive. Par exemple, YouTube, où je trouve que c'est vraiment un endroit où déjà en tant que créatrice, où je prends le temps de créer des choses, vous voyez, de faire une vidéo avec vous, longue pour discuter, sans avoir peur de me dire « Oh, c'est pas assez dynamique. Oh, faut que je mette des sous-titres. Oh, faut que je mette une musique. Faut que je mette des effets. » Parce que sinon, je vais me noyer dans tout ce qu'il y a sur les For You page des personnes. Et où, en tant que vieweuse, que ce soit vous, que ce soit moi, je sais que quand je vais sur YouTube, j'ai des gens déjà que je suis et dont j'attends les vidéos. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais rarement balayer YouTube comme je peux le faire avec les réseaux. Quoique, avec les shorts, on peut vite tomber dans le même système. Mais c'est pas la même chose exactement non plus que les réseaux sociaux traditionnels, parce qu'il n'y a pas ce système de story nécessairement. Nos potes, ils sont pas tous à être youtubeurs. Donc je dis pas que c'est moins chronophage, mais je trouve que déjà, il y a, une consommation plus active de ce que l'on regarde. Il y a des rendez-vous qu'on ne manque pas. Je suis toujours très touchée quand vous dites que vous attendez ma vidéo du mercredi soir. Là, c'est un peu pareil, vous voyez, genre en mode, on capitalise un temps dans notre journée pour consommer un contenu. Et à part si vous utilisez YouTube comme on peut utiliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire à scroller notamment avec les shorts, il y a quand même une consommation qui est beaucoup plus active. C'est que vous vous posez pour regarder quelque chose, pour entendre un propos. Logiquement, vous avez fini la vidéo, vous êtes capable de dire plus ou moins ce qui s'est raconté, d'avoir suivi un fil. Donc ça n'a rien à voir avec le scrollage pour moi que je dénonce, qui ne me plaît pas avec les réseaux sociaux et l'algorithme surtout de ceux-ci. Mais bref, ce que je cherche à vous dire par là, c'est que la réflexion que je me suis faite, c'est pourquoi et pour quelles raisons je cherche à, moins subir les réseaux sociaux en me forçant à y être. Comme si c'était quelque chose à laquelle j'étais obligée de m'accoutumer. Et surtout, pourquoi avouer une faiblesse sur un sujet, au lieu de la respecter et du coup d'en faire une force, c'est-à-dire en y cédant pas, pourquoi je m'inflige d'y retourner, de me replanter des couteaux dans mes plaies déjà ouvertes en me disant « Oui, mais tu seras encore plus faible si tu ne t'y confrontes pas ». C'est pas quelque chose que j'avais dans ma vie avant. J'ai grandi jusqu'à mes 14 ans. J'avais même pas Facebook. J'ai eu un téléphone. J'ai dû batailler. Il était dans la cuisine tous les soirs parce que mes parents refusaient que je l'ai. Il était éteint la journée dans mon sac. Je n'ai jamais utilisé mon téléphone pendant les courses que vous voulez. Pourquoi là, d'un coup, ce serait quelque chose essentiel à ma survie ?
Non, mais c'est vraiment quelque chose que je me suis posé. Et de tout ce raisonnement découle le fait que j'enlève, que je décide de dire, bah ouais, peut-être je suis faible, j'en ai rien à f. Je le serai moins si je respecte ma faiblesse par contre. Et à partir mais de la minute, de l'heure, de la première journée où j'ai enlevé Instagram de mon téléphone, la comparaison, elle a shut down. Parce que quelque chose dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on ne consomme pas toujours du contenu qui nous fasse nous comparer à autrui. Bien sûr, il y a du contenu un peu rigolo, un peu divertissant, je voulais dire, mais divertissement marche aussi. Cuisine, sport, ce que vous voulez, qui va pas forcément titiller en vous, le manque de confiance ou de se dire ah mais moi je pourrais être plus comme ci, je pourrais être plus comme ça. Par contre, il y en a quand même, que ce soit les stories de vos amis qui semblent faire des choses beaucoup plus merveilleuses que vous, ou de stars que vous suivez. Oui, vous allez dire ah ces gens-là je pourrais jamais avoir leur vie, je les ai pas suivis pour ça. Mais l'air de rien, ça vous rappelle quand même tout ce qui elles, vous avez compris, font et que vous ne faites pas, alors qu'en plus, elles sont pas forcément plus vieux que vous. Mais de l'autre côté, quand vous allez justement être sur ce type de contenu, vous allez avoir l'impression que tout de suite, une petite voix se réveille en vous. De dire, ah voilà, mais toi, pendant que t'as scrollé, regarde ce que la personne a fait. Ah, ben toi, pendant que t'as mangé un énième biscuit, etc., regarde la personne comment elle est fine. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que cette voix, en fait, j'avais l'impression qu'elle s'allumait de temps à autre, qu'elle s'allumait parfois plus de fois que d'autres fois dans la journée, ou dans d'autres journées, vous avez compris. Mais en fait, non, c'est juste qu'elle était plus forte. Cette petite voix-là, elle était en boucle dans ma tête, et quand j'arrivais sur des contenus qui activaient la comparaison, en fait, d'un coup, elles activaient le volume sonore. C'est comme si ces contenus-là permettaient de faire un ping-pong direct. Mais en vérité, à partir du moment où j'allumais les réseaux sociaux, je peux vous décrire maintenant que je l'ai enlevé de mon téléphone et que je le remets juste pour mettre mes stories Instagram parce que ça, c'est une fonctionnalité qui n'est pas possible encore sur ordinateur. Et bien désormais, à partir du moment où j'y vais vraiment, vous voyez, pour 10 minutes pour mettre ma story, je l'ai fait 2 fois, ça m'a mis une bouffée d'anxiété. Genre vraiment, tout de suite, de voir toutes les stories des gens, toutes les publications et tout machin. Oh! Et pourtant, je l'avais pas ouvert depuis une semaine. Donc c'est vraiment de vous dire, cette petite voix, en fait, elle est corollaire à l'application. Si c'est pas votre cas, grand bien vous fasse. Mais grand bien vous fasse! Mais si vous y reconnaissez un tout petit peu, ou que ça vous questionne, c'est peut-être pas au hasard. Et une fois de plus, je pense que c'est nécessaire pour les réseaux sociaux que vous ayez cette petite voix. Parce que ça vous garde happé, d'une certaine manière. Parce que ça vous fait croire qu'en regardant tout ce que font les gens, ça vous donnera plus d'armes pour faire pareil. Alors ce qui vous donne plus d'armes pour faire pareil en général, c'est de commencer à faire à votre niveau. Moi, je sais que j'ai passé des heures, j'ai perdu des heures incommensurables à regarder 12 000 vidéos de sport au lieu de faire le sport en question. Et c'est pour ça que c'est vraiment le premier point positif que je voulais mettre. Et il est très long parce que je voulais mettre vraiment les setups et tous les gens qui vont se dire bah ouais, mais t'es grande, tu peux bien te rendre compte que la vie que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, etc. Mais c'est que ce n'est pas aussi simple. Et que c'est pour cette raison que vraiment le point positif le plus fort que je retiens et qui a été immédiat et qui se poursuit jusqu'à maintenant, c'est justement de stopper cette comparaison permanente dont on ne se rend même pas compte. Deuxième point positif, je reprends mon petit journal intime, c'est plus de tranquillité d'esprit. Pourquoi j'ai parlé comme Sarkozy, frère? C'est pas possible. Pourquoi j'ai mis ça? Alors là, en vérité, sur ce point, ça découle assez du premier point et des points qui vont suivre. Quand je dis plus de tranquillité d'esprit, c'est qu'à partir du moment où je n'étais plus sur Instagram de manière quotidienne via mon téléphone, j'ai eu de moins en moins de questions que j'ai compris parasites après 1 semaine, 2 semaines de non-utilisation permanente. C'est que de la même sorte que j'avais cette petite voix tout le temps dans la comparaison, vous voyez, quand j'étais sur les réseaux, en fait, quand je n'y étais pas, j'avais une petite voix permanente aussi qui me disait « Qu'est-ce qui se passe ? Là, tout de suite. Est-ce que telle influenceuse qui devait faire tel event, elle l'a fait? Comment ça s'est passé? Est-ce que telle copine qui est partie en vacances, elle a fait des choses merveilleuses? Va regarder. Est-ce que tel pote qui sont partis en soirée, toi t'as pas pu y aller, t'as pas été invité? Est-ce qu'ils se sont vraiment amusés? Regarde. Et là, on dirait que je suis juste une meuf aigrie et curieuse qui veut se la jouer FBI, mais en fait, cette curiosité, on est beaucoup à l'avoir une fois de plus sans même la conscientiser. Parce qu'on est tellement dans la vie des autres qu'on pense que c'est normal d'avoir toujours ce besoin de savoir ce qu'il s'y passe. C'est pour cette raison que je pouvais quitter Instagram et le réouvrir dans la seconde de me dire peut-être il y a un truc qui s'est passé entre-temps. Et en fait, pareil, ça, quand on l'a de manière permanente dans notre esprit, ça nous prend un temps incommensurable, mais dont on ne se rend pas compte. Ça alimente aussi la comparaison, ça fait qu'on peut jamais vraiment déconnecter et surtout ça nous fait perdre un temps de vie
réel énorme. Parce qu'on est en train de contempler ce qu'on pense être la réalité instantanée d'autres personnes. Et là, je parle que d'Instagram, mais vous avez Snapchat aussi, vous avez les instantanés maintenant d'Instagram. Bref. Et le fait de ne plus vous poser toutes ces questions, ça vient petit à petit. C'est pas aussi direct, vous voyez, que la non-comparaison. Parce que là où la non-comparaison s'activait, selon moi, quand vraiment je voyais le contenu, là, ces questions permanentes, elles se posaient surtout quand je quittais l'appli. Je pouvais être dessus et me poser ça, et j'allais checker tel profil, et j'allais stalk tel profil de telle personne. Mais même en n'y étant pas, ça pouvait me donner l'envie de me dire d'un coup, j'allais penser à un tel doit faire ça, faut que j'aille voir ce que c'est. Et j'y allais. Et ça, je vous jure que quand on l'a plus, mais c'est reposant de se dire, en fait, dans tous les cas, tu peux pas voir. Parce que oui, j'ai toujours Instagram sur mon ordinateur, mais comme je vous l'ai dit, vu que je n'arrive pas à dire ce mot. Vu que l'interface, c'est pas du tout la même et que pour le coup, j'y vais vraiment à la rigueur, vous voyez, au milieu de la journée ou en fin de journée, si vraiment j'ai envie de voir ce que j'ai pu manquer. Mais il y a des jours où je le fais pas. Et que j'ai pas tout le temps mon ordinateur sur moi, tout simplement, bah, j'ai moins cette spontanéité et de cette question permanente de va checker. Parce que avant c'était, je vais dégainer le téléphone, j'y allais. Là, à l'arrière, il faudrait que j'ouvre mon ordi, que je mette l'appli. Je l'ai pas sur moi tout le temps. C'est moins fluide, genre vraiment psychologiquement, votre cerveau il a pas associé Instagram à votre ordinateur normalement. Il a vraiment associé à votre téléphone le fait de l'ouvrir sans y penser. Donc ça s'arrête et quand ça se tait, ça fait du bien. Se dire je suis peut-être en train de louper des choses, hein, mais c'est pas très grave. Enfin, peut-être un peu. On y reviendra plus tard. Troisième point positif, c'est moins de culpabilité à la fin de la journée. Comme tout comportement addictif, quand à la fin de la journée on y a succombé, eh ben on se sent pas forcément bien. Ou quand à la fin de la journée plutôt, oui on sent cet état un petit peu vaseux d'avoir trop scrollé, de pas avoir fait grand chose alors que ah mais non il faisait beau, ah mais non tel ami m'avait proposé, ah mais là j'aurais pu aller marcher, j'aurais pu lire ce livre que je veux trop lire depuis longtemps, j'aurais pu voir ce film que je veux voir depuis trop longtemps. Mais en fait j'ai passé 5, 6, 9 heures sur mon téléphone à ne même plus me souvenir de la moitié des vidéos que j'ai vues. On peut se sentir coupable. Et une fois de plus, j'insiste à dire que dans tous les cas, ce n'est pas vous qui êtes coupable. C'est pas pour déresponsabiliser votre consommation des réseaux sociaux et de leur contenu, mais c'est juste pour dire qu'on a été englouti dans un algorithme qui a été extrêmement bien pensé et qui continue d'être façonné pour nous garder captifs. Une fois de plus, on est dans la même situation que quand on a quelqu'un de fumeur, de fumeuse ou quelqu'un d'alcoolique, on ne va pas rendre cette personne coupable de son addiction parce qu'on a tout un système de 1 qu'il a créé, de 2 qu'il a entretenu. Par exemple, sur la cigarette, le mythe, le lavage de cerveau fait par les grandes entreprises, les lobbies du tabac, mais aussi en accord avec des entreprises pharmaceutiques véreuses, etc., qui pullulent notre système, de rendre ça cool, de rendre ça social, élégant, macho pour les hommes en quête de sens et de virilité, mais aussi émancipateur pour les femmes, girl boss qui veulent s'assumer et s'émanciper de cette condition de femme dans laquelle on nous a toujours soumises à cause du patriarcat, etc. Ça, c'est un façonnement en fait de l'addiction qu'ensuite on entretient avec tout simplement les composants du produit vendu. Par exemple, la nicotine, etc. Ça agit sur les neurotransmetteurs, enfin c'est des inhibiteurs, c'est des trucs assez fous. Avec l'alcool, c'est pareil. Le fait qu'on ait normalisé, même qu'à un moment c'était genre sain de boire de l'alcool il y a des années, des décennies, mais quand même, le fait que ça rende sociable, que pareil ça rende désinhibé, que ça agisse littéralement pareil sur des fonctions cognitives qui nous permettent d'oublier des choses, même si elles reviennent plus dur plus tard, et c'est pour ça qu'on y revient plus fort aussi dans cette addiction. C'est bien pour cette raison que je parle de l'importance de se responsabiliser par rapport à tout ça, c'est-à-dire de se dire la seule personne qui va être capable d'agir, ça va être toi, accompagné d'énormément d'aide si besoin, etc. Par contre, on ne peut pas rendre coupables les personnes qui subissent une addiction qui a été créée et qui est entretenue pour qu'elle le soit. Do you know what I mean? Et donc, quand je dis moins de culpabilité, c'est que je vais pas vous mentir, depuis 2 semaines, je ne fais rien de plus fou qu'avant. Et ça, j'avais vraiment envie de le dire, c'est que peut-être que dans 6 mois, quand ça aura vraiment été une habitude implantée, je vais commencer à composer avec mon temps de manière différente. Et dans tous les cas, c'est déjà le cas justement, mais j'y reviendrai plus tard. Mais c'est que quand je regardais, vous voyez, le contenu de personnes qui passent très peu de temps sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Océane Andrea, qui est une fille multicasquette. Elle est écrivaine, créatrice de contenu, enfin, elle fait des études du sport, c'est une tronchasse. Mais elle, quand elle faisait ses vidéos pour dire « ouais, je passe que 15 minutes par jour sur Instagram, sur TikTok », elle disait comment elle formait le cadre, ce que ça lui apportait de bon, mais sans passer par l'avant.
C'est-à-dire le moment où il y a un temps d'adaptation et peut-être qu'elle ne l'a pas eu parce qu'il y a des personnes qui seront toujours plus rigoureuses, parce qu'il y a des personnes qui ont plus tendance à passer à l'action, qui sont rigoureuses, etc. que d'autres. Mais il y a des jours où je ne fais rien de fou, mais juste à la fin, je ne culpabilise plus parce que quitte à avoir rien fait de fou, entre guillemets, je l'ai voulu. Ça m'a soit reposé parce que j'ai vraiment pris le temps de me reposer, et pas de me reposer en étant surstimulée en permanence par un écran, par des notifications, par la lumière des écrans, etc., qui fait vraiment beaucoup chauffer votre cerveau, même si sur le moment, on a l'impression de déconnecter. Soit j'ai fait d'autres choses comme lire un livre, regarder une série, mais encore une fois, pour moi, on est dans, passer le temps de manière active et non de manière passive, comme je le dis dans mon point, à accumuler les heures zombies perdues à la fin de la journée. Parce que c'est vraiment ce que je percevais en fait, quand j'étais sur mon téléphone et que d'un coup je me rendais compte que j'avais scrollé pendant plus de 2 heures, je me sentais zombifiée. Et il y avait même des moments, mais là je vous jure, ça c'était le must, où je voulais quitter l'appli, mais j'étais tellement en mode zombie que je n'y arrivais pas. Ce qui m'a sauvé le plus de fois, c'était mes limites de temps, et d'un coup j'avais plus le choix. Mais juste avant ça, je me disais, mais pars. Mais là, tu n'as rien à faire, tu t'ennuies ou ça te met mal, pars. Impossible. Donc, depuis que j'ai plus Insta, je vous dis pas que tous les jours je fais des choses grandioses, ce serait vous mentir, ce n'est pas vrai, mais en fait, c'est la vie. Et se rendre compte que dans nos journées, on fait pas toujours des choses extraordinaires, mais que par contre, du coup, ces heures-là, elles ont un peu été voulues, ou du moins elles n'ont pas été perdues, ça fait déjà la différence. Ensuite, mon 4e point positif, et qui n'est pas des moindres, c'est que je retrouve plus de temps, donc je le perds moins pour rien, je réfléchis à la fois plus et à la fois moins. Et ça découle vraiment du point que je viens de vous dénoncer, donc qui va être très facile à comprendre et très rapide à dire surtout. C'est que à l'arrêt, et ça pareil, dès le jour 1, on le ressent de l'utilisation donc d'Instagram de manière quotidienne permanente, j'ai eu plus de temps. Le fait d'avoir plus de temps m'a fait me réinterroger sur beaucoup de choses. Je commençais mes journées et au lieu d'avoir 1 heure à me mettre en route ou le soir 1 heure à me calmer de la journée, à redescendre, là j'avais tout le loisir de me dire comment je vais faire pour me mettre en route. Parce que j'étais tellement habituée à avoir cet intermédiaire pendant des années que là, il me manquait comme une béquille, vous voyez, pour marcher. Et oui, il y a des matins où le soleil brille, le ciel est bleu, j'ai 2 amis qui sont amoureux. J'allais chanter la chanson, je vais pas vous mentir. Il y a des matins, on comprend pas pourquoi, on est hyper motivé, la vie est belle, on prend la douche, on est déjà sur les starting blocks avant même d'y avoir pensé. Il y a des matins où on aimerait déjà être au matin suivant. Et où c'est là surtout que j'avais l'habitude, mais même dans mes bons matins, mais là d'autant plus, d'avoir les réseaux sociaux. Et bien, quand on a ce temps-là, on le pense différemment. Ce temps-là de libre, sans les réseaux. C'est que les matins où j'avais du mal à me mettre en action, soit j'allais me poser pour réfléchir en mode ok, là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans ta journée? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta journée? Qu'est-ce qui te pose problème? Qu'est-ce qui fait que tu ne passes pas à l'action? Quand j'avais pas envie de réfléchir parce que réfléchir, au fait de réfléchir, c'était trop, je faisais d'autres choses, je fais d'autres choses. Ce n'est pas au passé, ce genre d'actualité. Parfois, je vais faire juste un brin de ménage parce que rien que cette petite action, vous savez, c'est comme faire son lit le matin. Votre cerveau, du coup, il s'est mis dans la tête de tu t'es réveillé, t'es en mode actif, du coup, il va plus facilement poursuivre l'activité derrière. Et par exemple, moi, faire le ménage, c'est quelque chose qui ne me coûte pas d'énergie, qui me permet de déconnecter, mais à la fois, vous voyez, de rendre plus propre et plus clair mon environnement, à savoir là où je travaille beaucoup quand même. Et bien ce processus-là, ça m'aide après pour mieux agir et réfléchir dans ma journée. Mais ça peut être lire de bon matin, quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça peut être écouter une musique, un podcast, chanter à plein poumon, dire vocalement ce que je vais faire dans ma journée comme si je parlais à quelqu'un. Respirer dehors, ça c'est quelque chose que j'ai mis, que là j'ai beaucoup aimé faire cette semaine vu qu'il faisait très beau. Vraiment passer 5 minutes à regarder les voitures défiler. Ou 15 minutes à faire une vraie sieste, oui parce que dès le matin on peut déjà faire une sieste. Et ça fatigue de se réveiller, d'accord ? Et c'est là où j'insiste que le fait de retrouver plus de temps drastiquement dans ma journée, puisque si je passais 6 heures à scroller avant, j'en ai 6 de plus libérés dans ma journée, c'est pas rien, peuvent autant me servir à réfléchir comme ne pas réfléchir. C'est que parfois, ces actions-là vont me permettre à me mettre à l'action ou à y penser. Et parfois, ces actions-là vont juste me permettre de déconnecter et il n'y a rien derrière et c'est très bien. Parce que j'ai un vrai repos, j'ai un vrai ennui. Le véritable ennui, je vous dis, il vous permet à la fois de vous reposer et de vous secouer parce que au bout d'un moment, on en a marre. D'où le nom du 4e point positif, je retrouve plus de temps, donc je le perds moins pour rien. 5e et donc avant-dernier point positif de ma liste, c'est que j'ai moins d'influence sur ce que je veux vraiment créer, sur ce que je veux vraiment porter en termes de vêtements, sur un peu plein de sphères de ce que je veux manger de ma vie de manière générale. Et là, je vais parler autant en tant que créatrice que en tant que personne normale, quoi.
En tant que créatrice de contenu, on est hyper influencé par ce qu'on voit marcher sur les réseaux sociaux, par les trends, etc. ou par les créatrices qu'on suit et qu'on aime bien, ou pas forcément d'ailleurs. Enfin, pas en mode qu'on n'aime pas, mais juste qu'on voit souvent sans vraiment aimer ou connaître, dans notre propre création, dans notre propre processus créatif sur les réseaux. Vous voyez cette vidéo que je vous fais assise sur mon canapé, tranquille avec vous comme ça. Je n'aurais jamais osé la faire il y a 10 ans sur YouTube, parce que c'était le format court qui était en vogue. Très, très dynamique, avec beaucoup d'effets. Ce que j'ai fait moi-même en commençant YouTube, parce que j'étais influencée par ce que je consommais. Et bien sûr, ça a du bon de se laisser influencer à certains égards. Moi, par exemple, ça m'a donné beaucoup de courage de consommer du contenu beaucoup plus slow, avec moins d'effets, vous voyez, quelque chose de plus authentique et de plus brut dans ma propre création. Mais, une fois de plus, quand j'étais sur Instagram notamment, je voyais que j'avais beaucoup plus d'influence de « fais ça, ça va marcher », plutôt que « fais ça parce que toi aussi, cette trend résonne en toi ». Et vous voyez, ça n'a pas besoin de raisonner jusqu'au point d'éveiller mon âme pour que je le fasse. Mais c'est juste que je me suis rendu compte que je m'empêchais sur Instagram parce qu'il faut un format court et justement, vous voyez, très dynamique avec des effets comme ça pouvait être le cas un peu avant avec YouTube. Je me sentais le besoin de faire des choses qui étaient un petit peu en décalage avec ma personne, parce que c'est pas que je ne sais pas faire ce type de contenu ou que je n'aime pas les faire, mais c'est que j'allais avoir moins cette inspiration qui colle parfaitement à l'algorithme des réseaux. Et ça, depuis que j'y suis plus, je suis beaucoup plus mon inspiration juste spontanée et primaire dans mon envie créative. Je priorise bien sûr la qualité à la quantité. Et là, vous voyez, sur ces 2 semaines, j'ai mis un post où je mettais mes musiques préférées du moment, parce que j'étais en train de les écouter et de les chanter, mais vraiment comme je les ai mises sur mon post Instagram. Et je me suis dit, tiens, je vais les filmer. En effet, mettre une petite mise en scène un peu rigolote. Et en fait, en vérité, quand j'ai posté ce contenu, je n'ai eu aucune idée de s'il allait marcher ou ne pas marcher. Juste dans ma tête, il me tenait trop à cœur de le faire. J'y ai pensé, je l'ai monté, je me suis même pas laissé influencer, j'ai même pas divisé mon attention, ma concentration, perdu du temps à aller regarder si ça s'était déjà fait sur les réseaux, si ça allait pas flop ou quoi ou qu'est-ce. J'ai eu l'envie, ça m'a fait rire, ça m'a plu, je l'ai faite, je l'ai donnée, et c'est à vous que ça appartient. Et à moi aussi, attention, je l'ai fait, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pour le reste, j'ai moins d'influence en effet sur, vous voyez, le côté esthétique de ma vie. Que ce soit mes tenues, ce que je mange, comment je me maquille, comment j'organise mes journées, ce que je lis, ce que je vois. Pareil, je m'étais rendu compte ces derniers mois que je faisais des assiettes très colorées, très belles, et c'est pas forcément quelque chose de mauvais, ça peut être quelque chose de très cool, mais que du coup, dès que j'avais la flemme de les faire, ou que juste les faisais pas du tout, je culpabilisais un peu, ou même je trouvais mes assiettes nulles et boring, comme mes tenues. Là, vous voyez, j'ai un petit veston, petit truc en dentelle tout mignon, j'ai une ceinture, je vous jure que pour moi, là, c'est une tenue stylisée. Sinon, la plupart du temps, j'ai vraiment un jean, un haut, basta. Et mes boucles d'oreilles. Ça, j'avoue, mes boucles d'oreilles, mon petit maquillage. Voilà. Mais du coup, depuis que je suis plus constamment sur les réseaux, forcément, j'ai des restes, mais je vais beaucoup plus m'écouter et me foutre la paix au quotidien, sur tous les aspects que je viens de vous donner. Et le dernier point positif que j'ai noté du coup dans ma liste, qui peut apparaître un peu étrange, mais vous allez le comprendre, c'est que je suis moins au courant de la vie de mes amis dans l'instantané, mais du coup beaucoup plus à l'écoute et intéressée en vrai. J'ai noté sur mon petit journal intime, les réseaux sociaux rapprochent-ils vraiment les gens ou au contraire ne les éloignent-ils pas plus en ayant le sentiment du contraire ? Bon, là, c'est Voltaire en moi qui parle. C'est que au début, je me suis dit, les réseaux sociaux, je vais perdre les nouvelles un peu au jour le jour de mes amis, parce que j'en ai quand même pas mal qui me font des stories, etc. Et est-ce que du coup, je vais pas perdre une forme de lien avec eux ? Et ça, je vous spoil d'un seul point négatif, parce qu'il y a à la fois du négatif et à la fois du positif. Les deux s'articulent, vous allez le voir d'une manière différente. Mais c'est que là, je vais parler de l'aspect positif. C'est que le fait de moins avoir ce lien uniquement réseau social, vous voyez, réseaux sociaux. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir un like sur une story, de s'envoyer des réels hi ha ha ha, de commenter si on a de la chance les publications des autres. Je me suis rendu compte que le vrai lien que j'avais avec les gens que j'aime, et là je parle vraiment d'amis relativement proches, en fait c'est quand je demande des nouvelles. Quand on s'appelle, quand on se voit, quand on se fait des vocaux, à la rigueur, ce que vous voulez. Et du coup, déjà que c'est quelque chose qui est ancré en moi, je suis quelqu'un, je vais beaucoup solliciter mes amis, les voir, les appeler, etc. Là encore plus. Et du coup, là où ça me fiche la paix, c'est que je suis beaucoup moins au courant dans l'instantané de ce qu'ils ont fait. Là, j'ai ma coloc qui m'a dit « Oh, regarde, Margot, une pote à nous commune, elle a fait un bivouac avec sa sœur. » Et j'étais en mode « Oh, trop bien !» Et à la fois, je me suis dit je m'en fiche de pas l'avoir vue, parce que je sais que quand je la verrai, en fait, on en parlera, parce que je pose des questions aux gens, ils m'en posent, donc il y aura une réciprocité, un échange. Et je me dis, je me sens beaucoup plus impliquée justement de quand on va se voir
recevoir, de demander des détails, plutôt que là, vous voyez, d'avoir vu toutes les photos. Et là, vous allez me dire, mais Juliette, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je peux très bien regarder les photos sur Insta et être tout aussi curieuse et répondre en story. Encore une fois, du coup, si vous avez ce lien-là, vous avez ce lien-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en enlevant Instagram de ma routine, etc., j'avais peur de perdre cette instantanéité de nouvelles et tout machin. Mais déjà, la moitié de mes amis ne mettent pas de story, d'autres oui. Et c'est surtout que du coup, je relance beaucoup plus par message. Viens, on se voit, on va se prendre un café, on s'appelle, t'as le temps, on s'envoie des vocaux, etc. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça inquiète en partant des réseaux, justement d'avoir la FOMO, de ne pas savoir qu'en fait il s'est passé ci, il s'est passé ça. Mais pareil, interrogeons-nous sur comment maintenir le lien et en fait réinverser, rééquilibrer la manière dont on interagit, dont on prend des nouvelles avec les gens qu'on aime. Désormais, nous allons passer au fameux point négatif. Car oui, j'ai noté des points négatifs à avoir supprimé Instagram de mon téléphone. Et c'est là qu'on va rentrer dans, à mon sens, le vrai transparent, vous voyez, la vraie honnêteté. Enfin, je ne me targue de rien en disant le mot vrai, en usant de ce mot. Mais de dire, honnêtement, il y a ces points-là où ça a été, où c'est difficile. C'est pas des choses insurmontables, mais elles existent en arrêtant la consommation quotidienne des réseaux sociaux. Et c'est à mon sens tout l'intérêt que j'avais de vouloir vous faire cette vidéo. C'est que, une fois de plus, vous connaissez mon intérêt profond à ne pas juste montrer le résultat de quelque chose, mais à vraiment parler du processus, parler du chemin, des difficultés rencontrées dans ce dernier, pour que, in fine, en fait, vous vous sentiez moins seul si vous aussi, ça vous arrive d'une manière ou d'une autre, à une intensité ou une autre. Donc, les 6 points négatifs vont être les suivants, c'est parti. Le premier, c'est l'ennui. L'ennui! Qu'est-ce qu'on s'ennuie au début? Et là, je vous parle pas du premier, du deuxième jour où on va s'occuper de plein de manières différentes parce qu'on est trop dans ce mood lune de miel. Ah, j'ai enfin arrêté d'être sur les réseaux et on a déjà des points positifs, non comparaison, on gagne du temps. J'ai envie de faire autre chose et peut-être que ces 2 premiers jours-là, miraculeusement, vous aurez du beau temps, vous irez vous promener, vous verrez des amis car ils seront disponibles. Mais après ça, les jours suivants, quand il fait moins beau, quand les amis sont moins dispo, quand on a moins envie de sortir dehors, qu'est-ce qui se passe? L'ennui. Et en fait, c'est un ennui de 1 totalement normal, de 2 totalement sain. Pourquoi totalement sain? Je vous l'ai dit. L'ennui, c'est une manière pour votre cerveau de recharger les batteries d'une part, et surtout de refaire le point sur « Ok, là, on se fait yesh un maximum ». Quoi faire pour sortir de cette indigence? Et pourquoi je dis que l'ennui dans cette situation est tout à fait normal? C'est parce que tout simplement, on passe d'un moment de notre vie où on a été surstimulé en permanence et abreuvé de cette surstimulation visuelle, auditive, encore une fois les lumières des applications, les notifications, les bruits, les vibrements, les sous-titres, il y a tous nos sens qui sont happés en fait quand on est sur le téléphone. On passe de 100% de surstimulation, parce qu'on parle bien de ça à l'heure actuelle, par jour, à peut-être 10-20%. Je mets 10-20% parce que je continue, vous voyez, de regarder des séries, même si encore une fois, je trouve que j'ai une consommation beaucoup plus active parce que je fais pas d'autre chose quand je regarde une série ou un film, ou quand le soir, je vais, comme je vous l'ai dit, justement faire un coup d'œil, mais de 5 minutes au lieu donc de 6 heures dans ma journée, sur mon ordinateur. Il n'empêche qu'on ait perdu 100% ou 80% ou même 50% de surstimulation, ça reste un gap énorme. Et votre cerveau, au début, il va juste l'identifier en se disant « Mais là, j'avais 6 heures par jour, au moins, suivant les personnes plus ou moins, mais vous avez compris, où j'avais pas besoin de réfléchir, où j'étais abreuvée en continu, shootée à la dopamine, et là, j'ai plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, qu'est-ce qu'on ressent quand on n'est plus shooté à la dopamine en permanence? De l'ennui. Et surtout, on ressent du manque et possiblement de la frustration. Parce que quand on passe d'un état où votre cerveau était abreuvé tous les jours en continu avec des shooters dopaminiques, comme je vous l'ai dit, et que d'un coup, on l'arrête sans lui faire comprendre, entre guillemets, le pourquoi du comment, eh bien, il peut vachement y avoir cette frustration et ce manque en plus de l'ennui. Parce que, on est bien d'accord, se sortir d'un circuit addictif sur les réseaux, on a beau savoir qu'on n'en a pas besoin à la base et que du coup, on ne renonce à rien en arrêtant cette consommation-là, le chemin peut être plus compliqué pour certaines personnes suivant certaines phases de vie, etc. En gros, les pics de dopamine que nous envoie notre cerveau
En temps normal, je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que j'avais lu une étude qui disait que c'était genre 10 et 15 par jour, mais genre dans les très bons jours. Vous mangez un truc sympa, hop là, shooter. Vous buvez un truc sympa, petit café comme ça, café latte, shooter. Vous finissez une tâche qui était pénible, shooter. Mais pendant des jours, vous l'avez pas eu le shooter, parce que vous étiez en train de la faire la tâche. Vous avez fini une journée de travail, vous rentrez chez vous, suivant comment c'est passé, shooter de dopamine. Alors en lisant d'autres articles, je me suis un peu trompée. C'est pas forcément entre 10 et 15, ça peut aller entre 5 et 30. Mais 30, vous voyez, c'est pas tous les individus avec la même qualité de vie, déjà ça impliquerait, ce qui n'est pas le cas, qui vont avoir ces 30 shooters dopaminiques. Parce que par exemple, dans ces shooters-là, il va y avoir une bonne conversation avec quelqu'un. Or, il n'y a pas tout le monde qui peut tous les jours avoir accès à une discussion franche, ouverte, drôle, intéressée avec quelqu'un. Bref, vous avez compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en me penchant sur ce site-là, donc cyberpsychologie, sur l'article dopamine et réseaux sociaux, neurosciences de l'addiction, je me suis rendu compte que quand on était sur les réseaux, c'était pas entre 5 et 30 par jour. Ça pouvait aller de 50 à 300. Et là, on parle d'un utilisateur en plus assez modéré. Donc quand on est à 7 heures, voire plus de temps d'écran par jour, même je pense que modéré, c'est moins de 3 heures, vous imaginez bien que le taux de shooter dopaminique monte exponentiellement. Et justement, avec ce site, que je vous montre les 2 screens que j'ai fait, que j'ai trouvé genre hyper intéressant, c'est pourquoi en gros ces shooters agissent en continu. Eh bien, vous voyez, ça va être avec ces 3 axes. Le scroll infini, les notifications rouges, le système de récompense intermittent avec les likes, envoyés, reçus, etc. Genre, moi, j'ai des potes, ils likent des réels. Parfois, je leur dis, mais pourquoi t'as liké? Parce qu'en fait, ils like genre en continu en scrollant. Ensuite, on va avoir un autre truc qui m'a interpellée, c'est pourquoi votre cerveau devient accro. Donc pareil, toujours du même site. Et vous voyez, pareil, on parle de récompenses prévisibles, mais aussi les récompenses imprévisibles. Le fait de scroller, de pas savoir ce qu'on va avoir derrière et que ça nous gêne pas vraiment de ne pas retenir ce qu'on a vu avant ou ce qu'on va voir après parce que la vidéo a même pas eu le temps de se finir, qu'on est déjà en train de faire une nouvelle impulsion pour avoir un nouveau shooter de peut-être celle-ci va être meilleure, va être plus engageante, etc. Et donc c'est pour ça que le rapport, quand on est dans une journée lambda où le temps s'écoule lentement, où des tâches nécessitent du temps, où une fois de plus on n'est pas tout le temps soumis à la dopamine, et bien peut s'avérer beaucoup plus long, frustrant, ennuyant, je ne sais jamais comment on dit, en vérité. Et ce qui est le plus drôle, c'est que c'est le premier point que j'ai noté, c'est le point que j'ai mis le plus de temps à identifier comme étant corrélé en fait à l'arrêt d'avoir Instagram sur mon téléphone. Et votre cerveau il va toujours trouver des moyens de s'évader, que ce soit dans votre pensée ou dans ce qu'il voit ou dans ce qu'il entend ou dans ce qu'il sent. Et retrouver la connexion à ses sens, c'est retrouver une connexion à nous-mêmes. Le deuxième point négatif qu'on peut ressentir et que j'ai ressenti en arrêtant d'avoir Instagram sur mon tel, c'est de se sentir en marge. Et oui! Ça, c'est un peu l'aspect négatif que je vous disais via le fait de moins être au courant de la vie de vos amis, etc. et du coup d'avoir des liens différents. C'est que on peut se sentir en marge de la vie de nos potes quand on n'est plus sur les réseaux. Encore une fois, la FOMO de louper des choses, des informations essentielles. Mais pas que de nos amis. Ça peut être de choses, de la vie de tous les jours. Par exemple, là, il y a quelques jours, le PSG a gagné la Champions League Cup de foot. Non, vous voulez pas, je ne sais pas. Je l'ai entendu, j'avais pas besoin de le voir sur les réseaux. Mais si j'avais été intéressée de voir la finale sans même suivre nécessairement le foot et savoir qu'il y en avait une, je l'aurais eu en regardant les réseaux sociaux. Et je sais que là, quand je l'ai su, j'étais en mode bon, je m'en fiche un peu parce que, vous voyez, genre, je suis pas sur les réseaux, mais je sais que j'aurais pu rejoindre des amis si j'avais eu l'info. Et après, à la fois, je me suis dit, ouais, mais avec les amis, est-ce qu'on pourrait pas se connecter autre que sur les réseaux sociaux, vous voyez, pour s'inviter à des occasions pareilles. Mais forcément, est-ce que si j'avais su l'info, je serais pas allée chercher des amis, blablabla. Et donc ça, c'est un point négatif dans le sens où, bien sûr, vous allez vous sentir en marge, puisque à l'heure actuelle, beaucoup de ces codes sociaux se font à travers les réseaux. Ce serait mentir que de dire que c'est pas le cas. Tout est capitalisé, tout est centralisé sur les réseaux sociaux. C'est là où c'est un coup de maître extraordinaire. Et c'est pour ça que les marques ont tout intérêt à ce que vous restiez sur les réseaux sociaux, parce que s'il y a un budget à mettre, ce sera là où tout le monde est. Mais fort heureusement, ces alternatives existent encore, notamment faire du lien humain avec nos amis par message, WhatsApp ou ce que vous voulez. Donc, c'est un point négatif au début, qui est un petit peu difficile à passer, voilà. Moi, après, je suis pas effrayée de la FOMO, et je suis même en mode, non, je suis contente d'apprendre plus tard des choses que j'ai loupées, de faire le point, etc. Mais si c'est quelque chose qui vous inquiète, pareil, je vais pas vous mentir, vous allez vous sentir en marge au début. Par contre, on peut réfléchir et rebondir d'une manière différente.
Troisième point négatif, et qui du coup est complètement lié à ce que je viens de vous dire, c'est moins de liens. Là, je vais pas vous faire un grand laïus, je pense que vous avez parfaitement saisi l'idée, mais la chose que j'aimerais ajouter qui est différente de ce que j'ai pu dire jusque-là, c'est que vous avez vu que depuis tout à l'heure, je vous fais, entre guillemets, porter la responsabilité de vous avez quitté les réseaux. Si vous avez envie d'entretenir le lien avec vos amis, envoyez-leur un message, proposez-leur de les voir, appelez-vous, etc. Et en un sens, c'est pas quelque chose pour moi qui est inutile à remettre en tête. Par contre, il y a aussi quelque chose que j'aimerais mettre, c'est réinterroger vos liens de l'autre côté. Est-ce que sans les réseaux, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas des potes, en fait, qui ne vous donnent pas l'heure ? Moi, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, mais que j'aime de tout mon cœur, hein. Si je ne les sollicite pas, où est la prise de nouvelles ? Il n'y en a pas. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très beau de liker des stories, de donner de la force sur une publication, mais si t'es pas au courant à minima de ce qui se passe dans ma vie, ça va être très limité. En fait, pour le dire très simplement, je vais pas emporter vos likes dans ma tombe, hein. Par contre, les moments de vie qu'on aura passés, les discussions profondes ou légères, oui. Et ce fait-là, de se dire, en fait, quand on enlève de l'équation amicale ou amoureuse, ou ce que vous voulez, mais bon, je pense que c'est plus à ce niveau-là, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui reste ? C'est aussi se réinterroger de manière générale sur nos relations en tant que telles. Et ne plus avoir ce déni, vous voyez, de réseau qui gomme un petit peu la question. Là, une fois de plus, on est obligé de s'y confronter et de tirer les conclusions qu'on veut. Encore une fois, ça ne se veut pas alarmiste. Mais c'est quelque chose que j'ai noté forcément, qui m'a fait un peu de mal, un peu de peine, qui a été un petit peu dur, à l'arrêt des réseaux. Quatrième point que j'ai noté, c'est se sentir sans béquille et donc hyper bête dans des situations de vie. Et c'est ce que je vous disais, je crois, avec le point 1, c'est que j'avais l'impression d'être comme un nouveau-né, mais genre vraiment qui expérimentait des situations que je devrais savoir en plus, en n'ayant plus les réseaux pour être ma petite béquille. J'attendais chez le médecin, mes écouteurs avaient plus de batterie, etc. J'avais plus les réseaux de manière générale. Je me suis dit, mais je fais quoi là ? Mais genre, fondamentalement, je fais quoi là ? Je me suis retrouvée, pas en panique, faut pas abuser, mais j'aurais pu, encore une fois, on parle d'une addiction qui s'arrête. J'avais l'impression de une situation que je n'ai jamais eue. Alors que attendre et ne pas avoir de distraction, en fait, béquille, c'est pas vous qui partez dans des petites réflexions, dans des scénarios, nanani nanana. Non, c'est que, en fait, ces divertissements-là, béquille des réseaux sociaux, vous empêchent d'avoir à vous impliquer dans un potentiel processus d'évasion ou créatif pour penser à autre chose. Et ça, c'était vraiment, je pense, un sentiment vraiment horrible. J'avais l'impression d'être trop bête, de réapprendre à faire autre chose et à me satisfaire de moi-même. En fait, je me suis dit, mais si je suis qu'avec moi-même, mais c'est insupportable. Mais je me fais chier, je n'arrivais plus à me parler pour ne pas m'ennuyer. Et là, attention, je ne vous parle pas de ma non-capacité à être seule et à apprécier des moments seuls qui soient plus chill, plus tempérés. Non, ça j'en ai. C'est des moments où je vais lire, c'est des moments où je vais avoir des activités, genre je vais aller d'un point A à un point B, genre littéralement il y a une motivation derrière. Non. Là, je vous parle de moments où il n'y a strictement rien à faire. Où là, c'est pas une question d'avoir un moment pour vous, etc. Bon, je sais pas pourquoi je prends cette voix, j'adore ces moments-là. Mais je vous parle de quand ça s'impose à vous. Ça n'a rien à voir. Savoir ne rien faire pendant 5 minutes, 10 minutes, je n'en étais plus capable. Et ça m'a fait penser à une trend qu'il y avait un moment sur les réseaux de personnes qui se forçaient, ils mettaient un minutaire à côté d'elles, là, genre pendant 10 minutes à ne rien faire. Et c'était vraiment genre de l'ordre du challenge, de l'expérience. Et je me suis dit, mais c'est fou. Vraiment, c'est fou là où on en est arrivé d'être tellement surstimulé en permanence que là, je vous enlève tout pendant 5 minutes, ça devient un challenge. Genre, waouh! Après, pour amener un énième contraste, puisque une fois n'est pas coutume, je crois que vraiment ma passion, c'est de m'interrompre dans mes propres vidéos. C'est pas qu'une histoire de surstimulation, c'est une histoire aussi de surproductivité, de surperformance que vous voulez, qui a été amenée par la culture capitaliste et notamment donc relayée massivement par les réseaux sociaux, de vous dire votre temps c'est de l'argent ou de l'attention. En fait, c'est votre temps, il faut nécessairement en faire quelque chose et surtout en faire quelque chose de productif, d'en faire quelque chose qui est, un apport brut à votre journée, qui soit symboliquement reconnaissable. Et ça, c'est insupportable du coup de mettre un stop parce qu'une journée où il ne s'est rien passé, entre guillemets, donc selon les codes qu'on a véhiculés par les réseaux, par tout un tas de choses, c'est une journée qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors qu'en fait, si, c'est juste qu'on a été mindfuck par tout ce système.
Parce que tant qu'on reste dans ce schéma où il faut nécessairement faire quelque chose, où il faut nécessairement faire des choses, eh bien ça va plus nous mettre dans un postulat à consommer. Ah, il faut que je parte en vacances pour vivre de nouvelles expériences. Il faut que j'aille à tel endroit pour me ressourcer. Il faut que je fasse tel achat pour être plus heureux, plus heureuse, moins malheureux, moins malheureuse, etc., etc. Ça les intéresse pas que vous vous ressourciez en ne faisant rien. Ce n'est pas une attitude consumériste. Il n'y a pas de profit pour les grandes entreprises, pour les lobbies qui contrôlent toute la scène mondiale. Donc pourquoi véhiculer ça? Ah, ça se vit pas bien quand on arrête d'avoir la béquille magique. Mais faut le savoir justement pour se réapprendre. Once again. 5e et avant-dernier point de ma liste de points négatifs, c'est avoir peur de disparaître des réseaux. Et de disparaître tout court en fait. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le monde des réseaux, qu'on le veuille ou non, c'est devenu un monde à part entière. Il y a même des personnes qui malheureusement se perdent dans ce monde-là et n'ont plus d'accroche avec la réalité et peuvent partir, bref, avoir des comportements dangereux pour eux, pour d'autres, etc. Mais ce que je cherche à dire, c'est que vous soyez créatrice comme moi de contenu et du coup, il y a vraiment une peur de disparaître parce que si on publie moins, qu'on est moins dessus, l'algorithme, il va nous dire ciao, bye bye. Mais même en tant que personne, encore une fois, ordinaire, en tant que personne dont ce n'est pas le métier, en tant qu'utilisateur de vie de tous les jours, etc., si on n'est plus sur ce réseau, on n'existe plus d'une certaine manière aux yeux des autres puisqu'ils ne nous voient plus. Que ce soit dans les viewers de leurs stories ou carrément si on met des stories, des publications, etc. Et nous, on ne voit plus la vie de personnes de notre entourage ou alors, vous savez, d'anciens potes, mais où on a toujours gardé un petit lien, mais où on se voit pas, où on se parle pas forcément. Et ça, faut le dire, c'est un point négatif. Qui, pareil, peut devenir positif parce que du coup, vous allez être beaucoup plus ancré dans la réalité. Parce que dans la réalité, pour le coup, vous allez beaucoup moins disparaître. Là où quand on est sur les réseaux, on peut manquer beaucoup de moments de vie ou être moins à en proposer, à en être la source d'instigation. Ça ne se dit pas. Et en fait, voilà, c'est accepter que si on est sur les réseaux, on reste dans un monde, mais voilà, encore une fois, faut voir la tête du monde parce que oui, on garde le lien avec des amis de collège, des anciens collègues, des amis de lycée, des amis de fac. Est-ce que vous voulez des rencontres faites dans un pays, dans une boîte, dans un bar, dans un café, que sais-je? Mais est-ce qu'on a vraiment un lien concret? Et du coup, est-ce qu'on décide de sacrifier plus dans la vie courante de moments qu'on aurait pu créer, d'activités qu'on aurait pu faire, que ce soit seul, à découvrir d'autres personnes ou à rejoindre des amis de la famille, ceux que vous voulez? Est-ce que ça vaut cette vie-là sur les réseaux, à garder en effet des vagues connaissances des gens avec qui à la rigueur ça va être un réel hihi haha, un like dans une story, un petit commentaire t'es trop belle ma vie de temps en temps, mais est-ce qu'il vaut le vrai monde que potentiellement on peut délaisser? Et j'ai noté, vous voyez juste en bas de ce point, il ne faut pas s'en vouloir dans tous les cas de renoncer à un monde ou de potentiellement disparaître, que ce soit un peu ou beaucoup ou passionnément à la folie, si on n'est pas capable de modération comme les autres. C'est qu'une fois de plus, on peut avoir la pensée de se dire « Ben ouais, mais si je quitte un peu ce monde-là, que je disparais pour ces personnes, qu'elles disparaissent pour moi, alors qu'elles réussissent à y rester et à être modérées, de un, chacun ses limites les gars. De un, on s'en fiche. De deux, on n'est pas dans la tête, on n'est pas dans la vie, on n'est pas dans les habitudes de consommation de ces gens-là, donc en plus, vous en savez rien. Ça peut faire peur, ça fait un peu peur, ça fait renoncer à des choses. C'est pour ça que je l'ai mis en point négatif, mais où on le voit de plus en plus quand j'énonce les points négatifs. Est-ce que le négatif est seulement négatif ? Dernier point, je suis de plus en plus à l'aise. Est-ce qu'on peut se le dire dans cette vie? Vraiment, sur mon canapé finalement. Je vais quand même me rehausser un peu. Dernier point négatif, le 6e que j'ai mis à cette liste, c'est que on se réinterroge à nouveau sur ce qu'on veut vraiment faire de notre vie. Je clôturerai avec aisance et grâce. Là, normalement, vous êtes en train de vous dire, Juliette, à quel moment avoir la possibilité de se reposer des questions sur notre life, c'est négatif. Parce que est-ce que vous le faites vraiment? Se poser des questions sur comment on pourrait faire aussi bien qu'un tel, aussi bien qu'une telle, comment on pourrait faire plus de choses, consommer mieux, nanana, ça on le fait, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on s'interroge vraiment sur quand j'aurai atteint ces objectifs qui ont l'air d'être trop bien parce que j'en vois tant les avoir et tout, et que ce soit apprécié et qu'ils apprécient, etc. Tu fais quoi? En fait, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire dans le fond? Parce qu'on parle souvent de la peur d'échouer, de la peur... On parle très peu souvent de la peur de réussir
et d'avoir enfin le temps de réussir. Je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à avoir plus de temps dans mes journées, que je voulais en faire un peu plus quelque chose. Autant, voilà, j'ai eu des jours où au début, je savais pas trop comment m'organiser, du coup, je m'ennuyais comme ça, je suis en mode, bon, on va attendre, hein. Je lisais des livres et tout, et c'est très important, ce n'est pas que de l'ennui, etc., de se divertir, bien sûr. Autant, il y a un moment où j'ai commencé à me poser de sérieuses questions. J'ai commencé à plus me mettre à l'action. Vous voyez, genre là, comme je vous disais, pour les personnes qui me suivent, je fais des cours de coréen 3 heures par semaine. J'ai eu une évaluation, j'ai eu 14. Non, ne m'acclamez pas. Et vous voyez, en sortant de l'évaluation, je me suis dit, je sais que j'aurais pu mieux faire, mais pour la première fois de ma vie, je me suis pas dit ça en mode « T'es nul, t'aurais pu faire mieux !» Mais c'est que je me suis dit « Tu aurais pu mieux faire parce que désormais tu as plus de temps et d'aptitude à mieux faire. » Mais où quelque part, je vous jure, je suis paralysée de réussir. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière si je réussis? Je fais quoi? Et en fait, depuis hyper longtemps, je suis persuadée de savoir ce que je veux faire. Et dans un sens, c'est complètement vrai. Je suis persuadée d'avoir des objectifs qui prennent du temps. Et en soi, c'est complètement vrai. Les choses prennent du temps. On n'est pas tous des Usain Bolt des objectifs à tout faire en 2 secondes. Par contre, je pense qu'inconsciemment, il y a un auto-sabotage de ralentir le chemin à la réussite de quelque chose. Parce que sinon, ça nous fait nous poser des autres questions. Et même moi, overthinker, qui adore me poser des questions. Parfois, est-ce que j'ai pas envie que la machine s'arrête un peu? Et du coup, parfois, est-ce que ça me fait pas plus de bien que les choses prennent un temps colossal? Parce que du coup, ça repousse de me poser des questions plutôt que d'y être. J'ai mis des années avant de vouloir faire le PVT. Je pense que bien sûr, c'est très sain et ça me permet de là y aller vraiment en tout état de connaissance et de ce que vous voulez. Mais je pense qu'il y avait un côté de « Ouais, mais le jour où je fais le PVT, j'ai quoi derrière? Il me reste quoi ?» Tant que je ne l'ai pas fait, vous voyez, ça peut rester de l'ordre du fantasme. Et ça, je l'ai sur beaucoup de choses. Pareil, le fantasme, c'est une sorte de déni. On n'est pas dedans, donc on peut y penser, y repenser, y repenser sans avoir à être actif dans le processus. Et là, le fait d'avoir autant de temps disponible, eh bien, ça m'a paralysée. C'est pour ça que je parle de points négatifs. Pareil, parce que oui, maintenant, je vois un peu plus le truc différemment et ça commence à être positif, mais au début, ça fait vachement peur. Parce qu'avant, j'allais m'endormir en me shootant aux écrans. Je galérais à dormir petite quand j'ai eu l'arrivée du téléphone. Ah, je dormais super. En même temps, je m'endormais devant le contenu qui me zombifiait. Ma qualité de sommeil était médiocre, etc. Je galérais à me réveiller, même à m'endormir, mais ça, c'est d'autres choses. Je finissais par m'endormir. Il y a quelques mois, j'ai arrêté d'avoir mon téléphone au moment de dormir, donc du coup, je lisais. Enfin, je lis. Mais ça, pareil, depuis que, vous voyez, genre, j'ai grave pris du temps pour déconstruire le truc, je n'ai plus eu besoin forcément de combler. C'est-à-dire qu'il y a des soirs où je suis fatiguée, mais pas non plus tant que ça, vous voyez, où je sais que je vais devoir me poser avant de dormir, et où maintenant je prends ce temps-là, et bien, du coup je me pose à nouveau des questions. Et là vous allez me dire, oh, bravo Juliette, tu penses que t'es la seule personne? Je suis pas insomniaque, d'accord? Genre là, je parle pas des personnes qui malheureusement tournent en boucle dans leur tête parce que y a des pathologies, etc. par rapport à des troubles du sommeil et tout machin. Non, là je parle vraiment de, j'ai pas de galère à m'endormir, mais là d'un coup, c'est pas qu'est-ce que j'ai fait de mal, de bien pendant ma journée, demain et après-demain, mais j'ai juste une fois de plus le temps de plus, justement, m'écouter et m'introspecter. Ça fait sens. Et bien ça, si ça vous fait peur quand ça vous arrive, c'est justement pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer. Ça fait peur de savoir ce qu'on veut vraiment faire quand des objectifs qu'on s'est fixés il y a longtemps, on les atteint ou on est en voie de les atteindre et où on est en voie, et on le sent, de beaucoup plus facilement les atteindre qu'on le croyait. On parle du fait d'avoir peur d'échouer, de se sentir merguez. On parle pas de la peur vertigineuse mais bonne du coup, in fine, de se dire qu'on est beaucoup plus fort qu'on ne le pense, et je vais même dire beaucoup plus forte dans mon cas, qu'on peut se mettre un coup de pied au cul monumental et faire des avancées de fou furieux parce que on n'en a plus l'habitude. Et votre cerveau, ce qui lui fait peur, c'est de sortir du statu quo. Et c'est là où vous pouvez le traficoter, parce qu'à la fois, votre cerveau, il aimera toujours le confort d'une situation qu'il maîtrise, mais à la fois, votre cerveau, il a besoin d'être stimulé. D'où le fait que les réseaux sociaux, pour lui, ce soit du pain béni et qu'il nous fasse y rester, mais d'où le fait que à partir du moment où vous n'y êtes plus, il vous challengera d'une autre manière et vous fera poser des questions d'une autre manière. Bon, eh bien mes agneaux, bien longue vidéo, mais elle m'était hyper importante et m'a fait super plaisir à faire. Même si on dirait que je me suis endormie à la fin, je suis navrée. Ce canapé en fait, parler à vous de manière aussi confortable, voilà. Je voulais vraiment prendre le temps d'aborder point par point toutes ces réflexions que j'avais eues parce que je trouve que voilà, ça mange vraiment pas de pain que de prendre ce temps-là pour une fois. Ça me touche énormément qu'il y ait des personnes comme vous qui regardez les vidéos, qui aiment prendre le temps de se poser. Je sais qu'il y a des personnes qui écoutent mes vidéos en mode podcast. Bon, cette vidéo sera vraiment fait épisode de podcast. Et bien sûr, si vous avez une expérience personnelle pour compléter tous mes propos, pour les nuancer, pour les contraster, n'hésitez pas.
Tant que c'est dans la bienveillance, c'est avec un plaisir infini que je vous lirai et que je vous répondrai. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pour la visibilité, on n'oublie pas le petit boost, mais normalement vous l'avez fait en début de vidéo. Et surtout, le petit emoji des personnes qui restent jusqu'à la fin, non parce que je veux vous voir. Eh bien, ce sera tout simplement la petite bulle de pensée. Puisque cette vidéo, ça a été qu'une succession de réflexions, de pensées que j'ai eues, et que le dernier point interroge vraiment sur ça, je trouve ça joli. En fait, ça fait un peu comme un nuage, je ne sais pas. Sur ce, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un vlog déjà update PBT pour les personnes qui suivent l'aventure. Je suis en train de recevoir mes dernières pièces, donc là je vais faire la demande de visa. Bientôt, soon, cross the fingers, au moment où sort cette vidéo, normalement j'espère que j'aurai reçu mon casier judiciaire là. Postillé. Je l'ai reçu version numérique, mais je l'attends version papier. Du coup, ça voudra dire que je vais prendre mon premier logement. Mon assurance, petit paiement au fun, mais quand même utile. Déposer l'entièreté de mon enveloppe faite. Avec mon working holiday plan aussi que j'ai fait. Bref, banger. Je vous ferai un update lecture de petites choses que j'ai acquises et que j'ai envie de lire. Je vous ferai une vidéo vlog tout simplement, dans l'esprit que j'aime beaucoup. À la base, j'avais voulu vous faire cette vidéo et la faire suivre avec une journée typique du coup sans téléphone. Déjà vu le temps où que celle-là dure, c'est pas déconnant que de ne pas le faire. Et surtout, en fait, maintenant que vous avez, entre guillemets, le pourquoi du comment, je pourrais, si j'ai envie, faire une vidéo avec le titre « Petite journée dans ma vie » quand on n'a pas les réseaux sociaux. Vous saurez exactement de quoi il s'agit. Sur ce, prenez soin de vous. Encore une fois, interrogez-vous, mais laissez-vous de la patience. Responsabilisez-vous, mais ne vous culpabilisez pas. Ça, c'est une nuance extrêmement importante. Rien que de conscientiser les actions que l'on fait nous permettent de les remettre en question. Que ce soit pour du positif, que ce soit pour du négatif, encore une fois, au diable le manichéisme. C'est une rime, c'est donc une vérité absolue. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!